Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 20e semaine de 2025, l'avis de l'Union revient sur l'arrêt de la Cour de justice concernant le Pfizergate, sur l'adoption d'un 17e paquet de sanctions à l'encontre de la Russie, sur la simplification de la PAC qui affaiblit le pacte vert et sur les consultations lancées par la Commission pour la protection des mineurs sur les réseaux sociaux. Dans le club des 27, la Pologne est sous tension pour sa dernière semaine de campagne avant le premier tour de la présidentielle. Friedrich Merz prononce son discours de politique générale et la Hongrie réessaye d'adopter une loi sur les agents de l'étranger. Et chez nos chers voisins, la Russie continue son jeu de dupes sur les négociations de paix et le gouvernement Starmer lance son plan pour réduire l'immigration. Passons sans plus attendre à l'avis de l'Union. Justice. La Commission européenne condamnée dans l'affaire du Pfizergate. Mercredi 14 mai, la Cour de justice de l'Union européenne rendait son arrêt sur le cas des échanges de SMS entre la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et la firme américano-allemande Pfizer-BioNTech. Petit rappel des faits, Martina Stevis, journaliste au New York Times, révèle l'échange de SMS entre les deux parties en 2021. En 2022, la même journaliste demande l'accès à ces SMS sur la base du règlement relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adopté en 2001. Elle demande à avoir accès aux SMS d'Ursula von der Leyen entre le 1er janvier 2021 et le 11 mai 2022. Un accès qui lui est refusé par la Commission européenne. Martina Stevis, soutenue par son journal, le New York Times, demandait un peu plus de transparence sur un contrat estimé à 35 milliards d'euros et pour lequel la Commission s'est passée de l'avis du Parlement européen en invoquant l'article 122 TFUE. La Commission estimait que la demande de documents n'était pas pertinente puisque l'échange de SMS ne constituait pas, selon elle, des documents officiels en droit d'être portés à la connaissance du public. L'avocate de la Commission justifiait aussi que les SMS n'étaient pas des éléments de négociation et n'avaient que très peu d'importance. La Commission a donc procédé à la suppression des SMS, une position dénoncée par la médiatrice de l'Union européenne de l'époque, Emily O'Reilly. La CJUE a estimé que le New York Times a renversé la présomption de non-existence et de non-possession des SMS. Elle considère que la Commission a manqué à son obligation de donner accès à ces SMS qui faisaient partie du cadre de travail de la Commission. La Commission a donc 2 mois pour faire appel du jugement de la CJUE. Si la jurisprudence venait à se confirmer, ce serait un énorme précédent dans la justice européenne. Le Parlement européen s'était lui aussi plaint d'avoir accès à des documents de négociation caviardés et vidés de ses éléments les plus sensibles. C'est un sacré coup porté à la gouvernance solitaire de la Commission qui pourrait bien être forcée de réduire sa rigidité. International, l'Union européenne adopte son 17e paquet de sanctions à l'encontre de la Russie. En l'absence de cessez-le-feu accepté par la Russie, malgré l'ultimatum des Européens la semaine dernière, les 27 tentent de mettre la pression sur la Russie en adoptant un 17e paquet de sanctions. Mardi 13 mai, la Commission européenne assurait qu'elle proposerait un nouveau paquet le lendemain, au 27. Un paquet de sanctions adopté le mercredi 14 mai par les diplomates qui représentent les gouvernements. Cela veut dire que ces sanctions seront adoptées par les ministres compétents lors de la prochaine réunion du Conseil. Il comprend une nouvelle liste de personnalités d'État et de chefs d'entreprise qui verront leurs actifs gelés et auront interdiction de délivrance de visa. Certains produits seront restreints à l'import dans l'UE et l'Union renforce son paquet de sanctions à l'encontre de la flotte fantôme en ajoutant des entreprises qui participent au camouflage de l'export de pétrole russe. Ce sont donc près de 200 navires fantômes
qui étaient ciblés par ce paquet de sanctions, faisant passer le nombre de navires ciblés à 345. L'école d'économie de Kiev en dénombre 430. Volodymyr Zelensky regrette que ce paquet de sanctions ait été si faible et demande plus de dureté à l'égard de Moscou pour pousser la Russie à discuter de la paix. Le paquet présentant peu de risques de se brouiller avec la Russie, la Hongrie et la Slovaquie ont soutenu ce paquet de sanctions. Friedrich Merz promet d'accentuer les sanctions si la Russie ne fait pas de réels efforts pour l'application d'un cessez-le-feu dans un avenir proche, et notamment si Vladimir Poutine ne se rendait pas à Istanbul pour des pourparlers de paix directement avec Volodymyr Zelensky. Ces pourparlers n'ont finalement eu lieu qu'entre conseillers. Environnement, des mesures de simplification qui détruisent le pacte vert. Mercredi 14 mai, la Commission européenne présentait un paquet de mesures concernant la simplification des procédures dans le cadre de la PAC. Et comme nous pouvions le suspecter, ce sont les mesures du pacte vert qui sont visées. Mise sous pression par les entreprises, les droites et plusieurs gouvernements, la Commission européenne, qui doit aussi composer avec le retour de Donald Trump, a mis en place la boussole de compétitivité. Et même si elle se défendait d'affaiblir le pacte vert, les faits sont là. Ce plan vient compléter les mesures prises en urgence au début de l'année 2024. La mise en jachère avait été affaiblie, par exemple. Mais les États membres voulaient lever toutes les conditions environnementales incluses dans la politique agricole commune. Le découplage prévu de l'agriculture et du climat limitera donc l'obligation d'adaptation des États membres à satisfaire les objectifs climatiques dans le domaine de l'agriculture. Le commissaire à l'agriculture, Christophe Hansen, n'a pas voulu céder entièrement sur les demandes des États membres. Il entend bien laisser le débat parlementaire s'en charger, puisque les discussions pour la PAC pour la période de 2028 à 2034 commencent cet été. La Commission promet aux agriculteurs de réduire les procédures et donc les obligations administratives liées à la PAC, mais aussi un régime de paiement simplifié qui devrait permettre aux agriculteurs de toucher 2 500 € par an au lieu de 1 250 aujourd'hui. Une aide à l'agrandissement de l'exploitation de 50 000 € serait aussi mise en place, ainsi qu'une aide à la modernisation des installations pour les jeunes agriculteurs. La Commission pourrait alléger les règles concernant les zones tampons entre les épandages de pesticides et les cours d'eau, mais aussi limiter les contrôles sur les exploitations à un contrôle par an. Avec l'arrivée de Friedrich Merz, il est redouté que le devoir de vigilance soit purement et simplement abandonné, alors qu'il a déjà été vidé à 80% de sa substance. Stéphane Séjourné, le commissaire à la compétitivité, doit présenter un texte pour les mid-caps, les entreprises intermédiaires entre PME et grandes entreprises, et il a d'ores et déjà annoncé que des textes bougeront, et notamment le RGPD. La directive Habitat, qui protège les espèces sauvages en voie de disparition, comme les ours ou les lynx par exemple, pourrait être affaiblie, comme elle l'a déjà été dans le cas des loups l'an dernier. Numérique. La Commission européenne prépare des recommandations pour protéger les mineurs. Mardi 13 mai, la Commission européenne a ouvert une consultation pour la protection des mineurs sur les réseaux sociaux. Une consultation qui doit aboutir à des recommandations à l'égard des réseaux sociaux dans le cadre du règlement des services numériques, le DSA. Cette consultation intégrera les diverses parties prenantes, les associations de protection de l'enfance, les fournisseurs de services, les universitaires et toute autre personne ou organisation légitime à faire des propositions sur le sujet. L'objectif est de pouvoir aboutir à la publication de recommandations d'ici à la fin de l'été. Même les citoyens sont encouragés à répondre à la consultation jusqu'au 10 juin. La Commission a déjà publié un document de 39 pages avec des préconisations comme par exemple un contrôle de l'âge,
et une configuration en mode privé par défaut, ou encore l'impossibilité de les ajouter à des groupes de discussion qui mènent au harcèlement, ou encore d'entrer en contact avec des inconnus. Passons désormais au Club des 27. Pologne, dernière semaine de campagne sous tension. Une semaine polonaise qui débute par l'annonce du ministère des Affaires étrangères, lundi 12 mai, de la fermeture du consulat de Russie à Cracovie, à la suite des conclusions de l'enquête sur le centre commercial Marywilska 44 à Varsovie, abritant 1400 petits commerces détenus pour la plupart par la communauté vietnamienne, complètement détruits par un incendie en mai 2024. L'enquête révèle que l'incendie a été commandité par les forces spéciales russes, probablement aidées par des agents dits jetables, des personnes dans le besoin auxquelles les forces spéciales russes promettent une récompense en échange d'un acte criminel. Ils ont notamment été à l'œuvre dans 3 cas à Paris, avec des étoiles de David taguées, les mains ensanglantées au mémorial de la Shoah, ou encore les cercueils avec drapeau français déposés au pied de la tour Eiffel. L'enquête polonaise a nécessité 121 jours d'investigation et mobilisé 55 procureurs et une centaine de policiers pour interroger 70 témoins et plus de 500 victimes. Dimanche 11 mai, Donald Tusk déclarait que le gouvernement avait la certitude que l'incendie était commandité par la Russie. Certains des auteurs sont en détention, d'autres sont en fuite. La Pologne coopère pleinement avec la Lituanie, qui aurait pu servir de base arrière des saboteurs et où ils ont pu faire diversion. D'autres affaires semblent indiquer des actes de déstabilisation russe sur le sol polonais, comme des passages à tabac, des incendies ou des tentatives d'incendie criminels. Ce n'est pas la première fois que la Pologne impose des sanctions à la Russie sur son sol. En mai 2024, elle avait restreint le déplacement des diplomates russes et en septembre dernier, elle a fait fermer le consulat de Poznan. Cette semaine, c'est la dernière semaine de campagne avant le premier tour de la présidentielle. Lundi 12 mai avait lieu le dernier débat entre candidats. Ils étaient 13 derrière les pupitres pour un débat qui a duré 4 heures. Les thèmes abordés étaient la politique intérieure, les relations internationales, la défense et la politique migratoire. Même si le président polonais a en réalité peu de pouvoir, comme dans de nombreux pays européens, il est le garant de l'unité de la nation. Son pouvoir le plus important est celui du veto. Un veto largement utilisé par le président sortant Andrzej Duda à l'encontre du gouvernement Tusk. Les deux favoris sont Rafał Trzaskowski, le candidat de la coalition civique de Donald Tusk, et Karol Nawrocki, candidat indépendant soutenu par le PIS. Karol Nawrocki a vécu une campagne mouvementée puisqu'il a été accusé de proximité avec la mafia. Ses productions académiques ont été remises en cause et il est accusé d'avoir beaucoup d'actifs immobiliers. Malgré tout, il obtient 25% d'intention de vote avant le premier tour, étant distancé par Trzaskowski de seulement 5 points. Trzaskowski qui tente de profiter des casseroles de son adversaire pour utiliser un discours plus conservateur et attirer des électeurs du PIS. Il faut dire qu'un troisième concurrent convoite les voix un peu plus radicales du PIS. Il s'agit du candidat de Konfederacja, Sławomir Mencen, 38 ans, qui se place dans les pas d'autres candidats qui se revendiquent trumpistes. Il est anti-avortement, anti-droit LGBTQIA+, eurosceptique et très hostile à l'Ukraine. Il se dit favorable à la libéralisation des armes à feu et au retour des châtiments corporels à l'encontre des enfants. Il a réussi à se constituer une communauté d'1,5 million d'abonnés sur TikTok qui le suivent pour son discours anti-système, nationaliste et libertarien. Il profite très largement de la fatigue démocratique de devoir choisir entre la coalition civique et le PIS, mais aussi des conséquences néfastes de la guerre en Ukraine sur l'économie du pays.
Pour le PIS, cette élection, c'est une question de vie ou de mort. La défaite aux législatives a considérablement réduit les fonds publics auxquels ils étaient éligibles. La rumeur court que le PIS serait tenté de s'allier à Confederația pour faire tomber le gouvernement Tusk en cas de défaite. Une rumeur démentie par la direction du PIS pour le moment. Pour la coalition civique, la présidentielle est une sacrée opportunité de pouvoir faire adopter la loi de libéralisation de l'avortement et les réformes sur l'indépendance de la justice, bloquées jusqu'ici par le veto du président Duda. La lutte s'annonce serrée pour le report de voix et pourrait bien faire du deuxième tour un champ de bataille entre deux visions du monde très opposées. Allemagne. Un premier discours du chancelier Merz axé sur la sécurité et la défense. Mercredi 14 mai, le néo-chancelier Friedrich Merz tenait son discours de politique générale, le discours qui pose les bases de l'action du gouvernement. Un discours largement axé sur la politique de défense et la politique internationale. Il a commencé son intervention en remerciant son prédécesseur, Olaf Scholz, pour sa réaction face à l'agression russe en Ukraine. Une référence au plan de 100 milliards d'euros dédié à l'armée allemande pour sa modernisation en 2022 et dont les fonds arrivent à échéance. Une manière aussi de promouvoir le plan de 400 milliards d'euros pour ce mandat et la poursuite du réarmement et de la modernisation de la défense allemande. Friedrich Merz justifie ce tournant en voulant faire de l'armée allemande l'armée la plus puissante d'Europe. Et il justifie aussi le renforcement de l'armée allemande en ces termes: la force dissuade l'agression, la faiblesse l'invite. Fin de citation. Il veut poursuivre les efforts sur un service militaire volontaire en renforçant les incitations. Friedrich Merz souhaitait rétablir le service militaire obligatoire, aboli en 2011, mais il s'est heurté au refus du SPD. Le chancelier veut pouvoir atteindre les 203 000 soldats d'ici à 2031, un chiffre qui stagne depuis quelques années à 181 000 soldats dans la Bundeswehr. En s'appuyant sur les discussions qu'il a eues avec Emmanuel Macron et Donald Tusk la semaine dernière, il déclare que l'Europe attend le retour de l'Allemagne au niveau de la diplomatie, de la défense et de l'économie. Il réaffirme le soutien sans faille à l'Ukraine, à qui il souhaite une paix, mais une paix signée dans les termes voulus par l'Ukraine elle-même. Hongrie. La loi des agents de l'étranger de retour au Parlement. Après une loi sur l'interdiction de la Pride, une loi sur l'interdiction de la mention de la théorie du genre, c'est désormais une offensive contre les organisations elles-mêmes qui sera proposée en Hongrie. Un des députés du Fidesz au Parlement hongrois propose une loi sur la transparence de la vie publique qui cible les structures financées par des fonds étrangers qui, je cite, menaceraient la souveraineté du pays. Fin de citation. Pour être clair, cela visera toute organisation qui critiquerait les valeurs inscrites dans la Constitution autour des notions de mariage, de la famille et des sexes biologiques. Les organisations qui contreviendraient à une telle loi seraient placées sur liste noire par l'autorité de souveraineté, une agence du gouvernement créée l'an dernier qui a un pouvoir arbitraire. Comme il est de coutume, sous le gouvernement Orban, le harcèlement judiciaire et bureaucratique se poursuivrait avec des demandes d'autorisation à formuler auprès de l'organe anti-blanchiment pour recevoir des fonds étrangers. Sous l'appellation fonds étrangers se trouvent aussi les fonds européens. Les comptes bancaires seront placés sous surveillance et les transferts de donateurs seront bloqués si l'autorité considère que ces fonds ont pour but d'influencer la vie publique hongroise. En cas d'infraction, les organisations risquent une amende qui représente 25 fois l'aide financière reçue, un moyen simple et rapide de liquider les associations qui ne collent pas au discours de l'État. Et en cas de récidive, l'organisation pourrait être dissoute. C'est donc une énième loi pour étouffer toute voix discordante, aussi bien l'opposition que les ONG. Mais si ce n'est pour le moment qu'une proposition, l'adoption du texte ne devrait être qu'une formalité.
L'autorité de souveraineté est déjà sous enquête de la Commission pour une procédure d'infraction. Et une telle loi a déjà été mise en place en Hongrie et avait dû être retirée en 2018 après un jugement de la CJUE. Le gouvernement Orban multiplie les manœuvres pour pouvoir occuper à 100% l'espace médiatique, mais aussi la rue, là où les ONG peuvent encore se mobiliser. Les législatives d'avril 2026 se préparent dès maintenant et on peut encore se demander comment les partis d'opposition pourront s'exprimer avec autant de lois pour les bâillonner et certainement des procédures de contrôle fiscal et des accusations infamantes qu'elles auront à affronter d'ici à l'année prochaine. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Ukraine, un énième coup d'épée dans l'eau après le refus de Vladimir Poutine de se déplacer à Istanbul. Cette semaine n'a encore une fois été qu'un jeu de dupes de la part de la Russie. La semaine dernière, Vladimir Poutine se disait prêt à des discussions directes à Istanbul entre lui et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Une négociation qui se ferait sans conditions préalables, c'est-à-dire sans cessez-le-feu. Volodymyr Zelensky, soucieux de vouloir montrer sa bonne volonté aux États-Unis, s'est rendu en milieu de semaine en Turquie pour d'abord rencontrer le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a tenté un coup de pression en restant sur place. Jeudi 15 mai, toujours pas de traces de Vladimir Poutine. Il refuse de discuter avec Volodymyr Zelensky, qu'il considère illégitime étant donné que son mandat a pris fin en 2024. Son maintien au pouvoir est totalement justifié par la loi martiale et totalement accepté par l'opposition. Encore une fois, Vladimir Poutine tente de gagner du temps et manipule les équipes de négociation américaines. Volodymyr Zelensky a refusé de s'entretenir avec les conseillers de Vladimir Poutine, ce qui correspond totalement aux standards diplomatiques. On ne discute qu'avec des interlocuteurs de même niveau. Volodymyr Zelensky s'est rendu vendredi à Tirana pour le sommet de la communauté politique européenne. Rien ne change, malgré les menaces de Donald Trump de renforcer les sanctions en cas de cessez-le-feu. L'administration américaine tarde à réagir. Donald Trump s'en est à nouveau pris à Volodymyr Zelensky. Les négociations ont donc été menées au niveau ministériel vendredi, menées côté ukrainien par le ministre de la Défense Rustem Umerov et côté russe par le conseiller de Vladimir Poutine, Vladimir Medinsky. Même Sergei Lavrov, chef de la diplomatie russe, brillait par son absence, ce qui démontre le peu d'intérêt que la Russie portait à cette rencontre. Moscou reste sur ses positions maximalistes, demande la capitulation de l'Ukraine, sa démilitarisation, l'exigence du retrait de la candidature à l'OTAN de l'Ukraine, la souveraineté russe sur les oblasts de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia et Kherson, et une zone tampon qui obligerait les Ukrainiens à renoncer à plus de territoire que juste la ligne de front. Tout ça évidemment accompagné d'une reconnaissance internationale de la souveraineté russe sur ces territoires. Des conditions inacceptables pour l'Ukraine. Un seul point a fait l'objet d'un accord, c'est sur un échange de prisonniers. 1 millier de prisonniers de chaque côté devraient être libérés. Vladimir Poutine sait que la Russie a la dynamique pour elle et qu'elle continue de renier des territoires ukrainiens. Elle n'a aucun intérêt à signer la paix et mise sur la fatigue des Européens et des Américains à soutenir l'Ukraine. La montée des populistes en Europe lui profite et pourrait lui être d'une aide déterminante dans sa stratégie de faire capituler l'Ukraine. Royaume-Uni, Keir Starmer se veut ferme sur le contrôle des frontières. Lundi 12 mai, Keir Starmer tenait une conférence de presse pour y dévoiler son plan pour maîtriser les frontières. En clair, son plan de réduction de l'immigration légale et illégale. Un plan qui répond à la percée de Reform UK, désormais 13 points devant les travaillistes dans les sondages et 17 points devant les conservateurs. Le gouvernement Starmer cherchera à réduire le nombre de visas de travail, d'études,
de regroupement familial en renforçant les critères de sélection. La ministre de l'Intérieur, Yvette Cooper, promet une rupture avec le système historique mis en œuvre au Royaume-Uni. Entre juin 2023 et juin 2024, l'immigration nette était de 728 000 personnes, un chiffre en baisse par rapport aux 12 mois précédents où le chiffre s'élevait à près d'1 million. Avec ce plan, Keir Starmer entend couper l'herbe sous le pied de la droite et de l'extrême droite. Et au-delà des conditions d'entrée, c'est le statut de résident qui sera aussi plus compliqué à obtenir. L'an dernier, ils étaient 162 000 à l'avoir obtenu, ce qui constitue une hausse de 35%. L'octroi du statut pourra se faire après 10 ans au lieu de 5, comme il est de vigueur aujourd'hui. Les personnes travaillant dans les secteurs en tension pourront demander le statut de résident plutôt que les autres. L'ambition du gouvernement est de réduire drastiquement les visas de travail, deuxième voie d'arrivée dans le pays. Ils étaient 369 000 en 2024. D'après la ministre de l'Intérieur, les nouvelles mesures pourraient faire tomber ce chiffre à 50 000 visas de travail par an. Les critères vont se durcir jusqu'à exiger un niveau équivalent à une licence. Les secteurs critiques pourront avoir des critères moins restrictifs. Et les entreprises qui veulent recruter à l'étranger devront financer la formation de travailleurs britanniques. Les entreprises du soin ne pourront plus recruter à l'étranger malgré les besoins immenses du National Health Service, le système de santé britannique. Les maisons de retraite ne pourront plus recruter du personnel étranger d'ici à 2028. Les étudiants étrangers n'auront plus le droit de rester au Royaume-Uni que 18 mois après l'obtention de leur diplôme. Certains pays de l'ex-Commonwealth sont particulièrement ciblés, comme le Pakistan, le Nigeria et le Sri Lanka. Le gouvernement veut aussi faciliter l'expulsion des étrangers condamnés, que ce soit de crimes, de délits ou de simples infractions. Le gouvernement travailliste mise sur l'inactivité des 16-64 ans qui a atteint 20%. Mais derrière ce chiffre se cachent des personnes avec des problèmes de santé, que ce soit physiques ou psychiques, et des pathologies qui peuvent être incompatibles avec les charges lourdes ou les rythmes de travail qui peuvent accentuer des troubles mentaux. Ce vivier serait visé pour l'aide aux personnes âgées, des métiers très exigeants, mais aussi très précaires. Voilà, c'est ainsi que s'achève la 20e semaine européenne de 2025. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music, et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn, et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Et si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez dévorer le nouvel épisode du podcast dès sa sortie, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast. Le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi 2 juin, 17h30 sur Europe Hebdo.